le Front patriotique pour la défense de la République avait souhaité vous rencontrer pour échanger avec vous sur les questions d'actualité. Alors, nous avons listé ces questions d'actualité en déclinant une thématique. Le premier thème porte sur l'université et sur l'école en général. Évidemment, nous avons encore une fois compati la douleur du monde universitaire avec le décès de Mohamedou Fallou Sène. Encore une fois, nous avons formulé des prières pour que le bon Dieu l'accueille dans les jardins de Firdaus. Nous avons quand même insisté dans notre analyse, tout au moins, sur les manœuvres de division et de dislocation du mouvement étudiant entreprises par le pouvoir aujourd'hui. Et nous avons lancé un appel au mouvement étudiant pour qu'il fasse tout pour rester unis. Saint-Louis, Thiès, Ziguinchor, Bambey, Dakar, qu'il fasse le maximum d'efforts pour rester unis. C'est vrai que des divergences peuvent exister, puisque c'est un processus qui prend source à peine aujourd'hui. Donc, il est normal qu'il y ait des divergences par-ci, par-là, mais nous, ce que nous souhaitons, c'est que les étudiants travaillent très rapidement à se retrouver, à s'unifier, parce que c'est cela leur avenir, c'est cela aussi l'avenir de l'université et l'avenir du pays. Que si ils sont divisés, le pouvoir continuera ses politiques néfastes dans le secteur. Nous avons aussi noté que ces violences-là ont un sens. Ces violences ont un sens. Auparavant, on a vu ce qui s'est passé avec les manifestations d'enseignants et d'élèves et les répressions violentes que ces manifestants ont subies. À Thiès, il y a 2 élèves déjà qui ont été blessés gravement. L'un a eu le nez fracassé et l'autre a perdu son œil. Alors tout cela est une posture, est un message du pouvoir qui montre qu'il veut faire régner l'ordre dans ce pays par la force. C'est pour ces raisons aussi qu'on a salué la riposte et la résistance du mouvement étudiant, comme hier, la riposte et la résistance du mouvement élève et du mouvement enseignant. On a observé que les inspecteurs de l'enseignement sont aujourd'hui, au moment où nous parlons, sont en grève. Et cette grève-là va affecter, quelque part, des points d'accord que le gouvernement avait signés avec les enseignants, en ce qui concerne en particulier la formation diplômante, parce que ce sont les inspecteurs qui doivent assurer ces formations et ces contrôles. Alors, nous avons remarqué que, outre les 100 milliards, outre les 14 milliards que le gouvernement doit aux établissements d'enseignement privé supérieur, au point d'ailleurs que ces établissements envisagent de fermer la porte aux étudiants d'ici quelques jours. Voilà. À ces 14 milliards viennent s'ajouter les 100 milliards que le gouvernement doit aux enseignants. Ce n'est pas une demande de type syndical, non. Ce sont des salaires, des éléments de salaire qui se montent à 100 milliards que le gouvernement ne peut pas payer aux enseignants. Ensuite, nous avons examiné la situation du monde rural. En quelques points, l'échec de la campagne arachidière, ça, tout le monde l'a déjà constaté. Mais l'État doit 16 milliards aux opérateurs de la filière arachidière. 16 milliards. Pour la campagne en vue, aucune mesure, à notre connaissance,
n'est encore en place pour ce qui concerne les semences ou autres intrants. Alors qu'on est au mois de mai, d'ici quelques semaines, au sud, les pluies vont commencer à tomber. Mais pendant ce temps, d'ailleurs, on a noté aussi la famine, la persistance de la famine. L'année dernière, le gouvernement avait sorti 4 milliards, en tout cas c'était annoncé par le porte-parole du gouvernement, 4 milliards pour appuyer les départements qui connaissaient la famine. L'année dernière, la famine avait affecté à peu près 500 000 Sénégalais. Tandis que la disette avait affecté 1 500 000 Sénégalais. Là, ce sont des chiffres dont ils ne parlent pas. Ils préfèrent parler de taux de croissance fictifs, alors que ça, ce sont des chiffres de la FAO en général. La famine, mais le cheptel aussi, qui est en train d'être décimé parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de fourrage, voilà. Mais pendant ce temps, évidemment, l'administration insiste pour que les chefs de village s'occupent de la taxe rurale. Apparemment, il n'y a pas d'argent. La taxe rurale, il faut que coûte la recouvrer. Voilà donc un monde rural qui est en difficulté, dans le désarroi total. Disette, famine, absence de commercialisation de l'arachide et perspective de la prochaine campagne assez sombre parce que les instruments ne sont pas en place. Après cela, nous avons examiné le dialogue, le fameux dialogue dont parle souvent Macky Sall. Apparemment, il envisage, le président de la République, d'appeler à un dialogue sur le pétrole. Alors nous avons mis ça en corrélation avec les blocs qui ont été offerts à Total. Dans les textes, d'après ce qu'on m'a dit, la surface, la superficie maximale que l'on peut attribuer à un opérateur, c'est 3000 km². Quand ça fait plus, il faut trouver une joint venture. Mais dans ce cas précis, Total aurait déjà acquis 67 000 km² qu'on lui a affecté pour les recherches. 67 000 km², c'est 2 fois la Guinée-Bissau. Bon, peut-être qu'il serait bien que le gouvernement nous explique comment tout cela s'est passé. Qu'est-ce qu'on gagne là-dedans, qu'est-ce qu'on perd là-dedans. Quelqu'un m'a dit, c'est Clédor, que dans le partage, Total va prendre 70% de la production, la valeur. Sans ces 100 000 barils, c'est 70 000 barils. 10% pour... non, 75%, pardon, 75 000 barils. 10%, donc 10 000 barils pour Petrosen. Maintenant, il reste 15% qu'on se partage. État du Sénégal et Total. C'est le partage de Boukilienne. Là aussi, ce serait bien que l'État du Sénégal explique aux Sénégalais, puisque quand même, c'est notre bien. C'est un bien public. Alors, il va signer en catimini dans l'opacité la plus totale. Et puis maintenant, une fois que c'est signé, on dit, bon, maintenant j'appelle à un dialogue. Autour de quoi? Il dit, on va répartir la production en 3. Budget d'investissement 1/3, fonds pour les générations futures 1/3, investissement 1/3. Bien. Ça peut se discuter d'ailleurs.
mais c'est lui qui décide. Bon. Mais le tiers qui est réservé à la génération, aux générations futures, il dit on va déposer ça au fonds 6. Tout le monde sait. En tout cas, dans les conditions actuelles, la gestion publique est défectueuse. Moi, je ne confierai pas vraiment les ressources des générations futures à une administration économique du type de celle que nous avons. Mais il ajoute que d'ailleurs on pourra même emprunter sur ce fonds-là. L'État pourra emprunter, et même des étrangers pourront emprunter. Il faut qu'il nous explique tout ça. Parce qu'en tout cas, nous n'avons pas confiance. On considère que ça va être la porte ouverte à n'importe quoi. Il a appelé aussi, donc on n'y va pas. Le Front patriotique pour la défense de la République n'ira pas à ce dialogue sur le pétrole parce que c'est la charrue avant les bœufs. Ce qu'il aurait dû faire, il ne l'a pas fait. Il a son schéma qu'il déroule. Bon, c'est le président, hein, il a été élu à 65%, il n'a qu'à dérouler. Nous, on n'est pas d'accord. Et je pense que quand ça changera, on va changer ça aussi. Voilà. C'est tout. Et le pays va faire comme ça. Donc, le dialogue sur le parrainage, même chose. Il décide d'imposer, dans les conditions que nous savons, la loi sur le parrainage. Maintenant, il dit qu'il va mettre en place un comité pour dialoguer sur la mise en œuvre du parrainage. Étant donné qu'on avait rejeté ce projet, nous ne voyons pas pourquoi on va participer à sa mise en œuvre. Voilà. Bon, on a évoqué le front social aussi. Bon, quelque part, le monde rural fait partie de ce front social, mais il y a les problèmes d'eau, les pénuries d'eau, les pénuries d'électricité, et aussi la privatisation de la gestion des forages ruraux. Voilà, des forages qui marchent normalement, où l'eau n'est pas chère, etc. On va arracher ces forages de la gestion des comités de forage qui existent pour les confier à un organisme qui s'appelle OFOR, privé, qui va naturellement prélever sa dîme sur les paysans. Nous avons aussi évoqué la situation de notre ami et frère Khalifa Sall, député de son État, et Barthélémy Diaz, qui sont en prison, qui sont des otages politiques, qui sont en prison pour des raisons strictement politiques. Parce que le régime a estimé qu'il faut les mettre en prison pour neutraliser un secteur de l'opposition en vue des prochaines élections. Effectivement, le cas Khalifa Sall ressemble étrangement au cas Karim Wade. Voilà, il décide que ces deux-là ne peuvent pas être ses adversaires. Ça, c'est trop facile, hein? Karim Wade, l'avocat dit, s'il rentre au pays, alors qu'auparavant ils avaient dit que non, Karim Wade n'a aucun poids politique. Vraiment, il ne constitue aucune menace pour nous. Il n'a même pas gagné son bureau de vote au point. D'accord? S'il ne peut pas gagner un bureau de vote, pourquoi vous lui interdisez de se présenter? Pourquoi vous ne voulez pas qu'il se présente s'il ne peut pas gagner un bureau de vote? Donc, c'est une question extrêmement sérieuse. Ils disent qu'ils vont faire une contrainte par corps en l'envoyant probablement rejoindre Khalifa Sall en prison. Si Karim Wade rentre au Sénégal. Je crois que, bon, il a été élu, hein, 65%. Maintenant,
S'il prend cette responsabilité, l'opposition prendra aussi ses responsabilités. Le peuple sénégalais aussi prendrait ses responsabilités, puisque, in fine, c'est le peuple qui doit décider de qui doit être président de la République au Sénégal. Nous avons évoqué cette question et nous avons réitéré notre soutien militant, actif, à Khalifa Sall et à Barthélémy Diaz, qui sont actuellement des otages politiques. Alors, nous avons également évoqué les récentes sorties du président Sall, qui sont des sorties malheureuses. Hein? L'histoire des desserts, là. On a parlé de dessert et patriotisme. Pour nous, le patriotisme existe toujours. Je crois que quand on entend Donald Trump parler de l'Amérique, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais savoir qu'au moins là-bas, le concept de patriotisme a un sens. Quand on entend Kim Jong-un, ou Kim, le président nord-coréen, qui doit rencontrer Trump, celui-là aussi, la notion de patriotisme existe. J'ai appris qu'en 2012, je crois, en France, le président Sall aurait dit que la notion de patriotisme vraiment s'est dépassée. Voilà. Parce que c'est la mondialisation. Et donc, il nous parle de dessert, que nous autres Sénégalais, on est différents du reste de nos frères africains parce que les Français, ils nous donnaient le dessert dans l'armée coloniale. Il paraît qu'à TV5, on fait passer ça et les gens rient sous cap. C'est extrêmement grave. Je pense que le président Sall devrait présenter ses excuses au peuple sénégalais et aux peuples africains par rapport à cette déclaration. En tout cas, nous la condamnons fermement et nous la rejetons. Enfin, nous avons présenté nos vœux au président Abdoulaye Wade à l'occasion de son 92e anniversaire. Nous avons formulé des prières ardentes pour qu'il reste encore longtemps parmi nous, avec une santé de fer, parce qu'il est utile pour notre pays. On ne peut pas dire qu'on est un État surliquide, alors que partout, les protestations s'élèvent. Des protestations légitimes de secteurs entiers, de pans entiers de notre peuple qui réclament leur dû. Mais que l'État ne peut pas satisfaire parce qu'il n'a pas l'argent. C'est pour ces raisons donc qu'avant de terminer notre analyse, nous avons estimé saisir cette occasion pour interpeller directement le président de la République et lui demander de tirer les conséquences de son incapacité à améliorer le sort des Sénégalais et d'avoir provoqué des reculs graves sur le plan des libertés, sur le plan de la démocratie et de l'état de droit. Nous pensons que le président de la République devrait, malheureusement il a dit que le patriotisme c'est pas très... Mais nous, on pense que le patriotisme et l'honneur devraient l'amener à, s'il ne démissionne pas tout de suite, qu'il ne se présente pas au moins aux élections de 2019. Nous pensons que ces élections-là, du point de vue du processus tel qu'il fonctionne,
risque d'être un exercice de confiscation de la volonté populaire. Et naturellement, aucun Sénégalais ne l'acceptera. Encore moins l'opposition politique organisée et même d'autres forces citoyennes qui tiennent à la préservation de cette souveraineté du peuple qui consiste à désigner le moment venu la personne qui doit présider à ses destinées. Voilà, je vous remercie.